passe la parole à Philippe Poutou, donc tête de liste sur Bordeaux de la liste NPA Rouge Vif. J'ai la partie pas rigolote du meeting, parce qu'il faut que je parle de la situation politique et sociale nationale. Comme vous le savez, on est en pleine campagne des élections municipales, mais ces élections-là ont un enjeu national. Tout le monde le dit, et c'est vrai que les élections municipales se passent dans un contexte social et politique national très particulier. Et donc je vais dire quelques mots là-dessus, puis après discuter un peu de comment nous on se positionne là-dedans, et puis des perspectives politiques peut-être à plus long terme, au-delà des élections municipales. Et je dirais aussi peut-être quelques mots sur les municipales à Bordeaux quand même, parce que, comme l'a dit Isabelle, on a peut-être une chance d'avoir un ou deux élus anticapitalistes, et on va jouer cette chance possible donc jusqu'au bout. Donc la situation sociale et politique en France aujourd'hui, elle est, je sais pas comment dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas rigolo, parce que je vais vous rappeler quelques éléments qui sont quand même plutôt difficiles. Une situation qui est quand même paradoxale. On vit dans une période de crise profonde, bon ça c'est pas nouveau, on va dire ça fait 30-40 ans qu'il y a la crise, et puis au fil des années, ça s'approfondit, le chômage, la pauvreté, la précarité, les services publics se dégradent, il y a des liens sociaux qui se distendent, enfin il y a une précarisation globale de la population, même au niveau de on va dire, psychologique. Voilà, il y a une situation sociale qui n'est pas évidente, mais le paradoxe aujourd'hui, c'est que justement, dans une crise brutale où on voit tout ça, où on voit bien que ce sont des millions de gens qui trinquent, et bien ceux qui gueulent dans la rue, ben, c'est pas ceux-là. Alors, il y a dans la rue ou ailleurs, et là il y a deux gros paradoxes notamment. Donc il y a d'abord qui c'est qui occupe la rue, enfin qui c'est qui a occupé la rue ces derniers mois ou cette dernière année, et bien c'est la droite, l'extrême droite, tous les réacs qui sont sortis un peu du bois et qui se sont montrés, donc qui occupent la rue, qui manifestent, qui protestent, qui râlent, et qui sont pas contents. Des gens en plus bien souvent de quartiers plutôt huppés ou riches, c'est pas les quartiers populaires qui sont en train de gueuler. Et là ça donne une situation quand même très particulière, parce que on entend des choses, donc un peu, il y a une sorte de libération aussi de la parole du côté de tous les préjugés réactionnaires, tout ce qui peut être discriminant, des préjugés homophobes, sexistes, donc homosexuels, anti-féministes. Donc il y a tout ça qui circule, qui se renforce, et c'est vrai que ça donne une situation très particulière, parce qu'en fait on est dans une crise où on a plutôt envie de gueuler contre le capitalisme, contre les dégâts du licenciement, du chômage, et bien on s'aperçoit qu'il y a une autre couche sociale, ou en tout cas d'autres courants politiques qui sont en train de prendre les devants, et qui sont en train de faire l'actualité, avec des têtes d'affiche quand même aussi peu sympathiques les unes que les autres. On peut parler de Soral, de Dieudonné, on peut parler de Béatrice Bourgeois, bon, je dis des noms, vous les connaissez peut-être pas forcément de nom, mais enfin c'est quand même tous ceux qu'on a vus, de la Manif pour tous, Ludovine de La Rochère, enfin, tous ces réacs à sortir des tas de choses lamentables. Bon, mais c'est eux qui ont pris le devant de la scène, c'est eux qui d'une certaine manière ont été les nominés, parce que c'est un nom à la mode en ce moment, les nominés de la période politique. Et ça, c'est un des premiers paradoxes. Le deuxième paradoxe, c'est que les autres qui gueulent, les autres qui se plaignent, qui protestent, qui revendiquent, qui râlent en permanence, qui pleurent, c'est justement ceux qui en ont plein la bouche, c'est le patronat. Alors depuis quelque temps, on a vu les pigeons, on a vu les footballeurs, enfin les footballeurs, oui, les joueurs, mais aussi les patrons, et puis à chaque fois tout un petit courant, tout un petit milieu patronal ou d'hommes d'affaires ou de tous ces milieux-là qui sont en train de râler parce que finalement, visiblement, la crise, c'est eux qui la subissent, c'est eux qui la payent très cher, et ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de souplesse, et donc c'est tous les arguments qu'il peut y avoir, qu'on a depuis très longtemps, mais qui se démultiplient, c'est-à-dire cette rigueur ou cette rigidité des contrats de travail, enfin, du droit du travail, c'est tout ce qui peut empêcher le patron aujourd'hui ou les entreprises de pouvoir produire sans contrainte et donc de pouvoir gagner des marchés supplémentaires. Et c'est tout un discours qui se traduit aujourd'hui par des attaques qui sont fondamentales. On a eu l'année dernière ce qu'on appelait l'accord national interprofessionnel, qui était une remise en cause en ce qui concerne la protection des salariés dans le cas des licenciements. Donc même s'il y en a qui disaient que c'était un avantage parce que ça pouvait protéger un peu, mais en réalité non. Donc c'est de plus en plus difficile de contester des licenciements. Et donc il y a eu cet accord-là qui a fait très mal. Et puis là récemment, on a eu donc, le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui donnait encore une nouvelle fois des possibilités au patronat de payer moins, d'avoir donc ce qu'on appelle le crédit impôt finalement, mais ce sont des cadeaux fiscaux, c'est où ils sont remboursés sur les impôts qu'ils payent, où ils payent moins d'impôts.
Et puis dernièrement, donc c'est ce qu'ils appellent le pacte de responsabilité, hein, qui est carrément une idée patronale. Et donc on voit que se met en place toute une armada de plus en plus rigoureuse contre les salariés, contre la population, et que se traduit évidemment par une accélération de dégradation des conditions de travail, une accélération de la dégradation des services publics, et on voit bien tout le danger qu'il y a, notamment en ce qui concerne la protection sociale, la sécurité sociale, où il y a une véritable remise en cause de ça, et une remise en cause tout simplement parce qu'à force d'attaquer ce qu'ils appellent eux, les patrons, ou ces gens-là, ce qu'ils appellent les charges sociales, donc ce sont les cotisations sociales, donc du salaire socialisé, et qui permet donc, à une certaine manière, donc la solidarité, de limiter la casse pour les milieux populaires. Donc on a donc cette situation où c'est le patronat qui gueule, où c'est lui qui est en position de revendiquer, d'exiger, et puis d'avoir satisfaction. Et cette situation de paradoxe, donc, entre une extrême droite qui réoccupe la rue, enfin une droite et une extrême droite qui réoccupe la rue, et un patronat qui est de plus en plus arrogant, et bien cette situation-là, elle est orchestrée par un gouvernement. Alors un gouvernement qui n'est pas là depuis longtemps, hein, ça va faire 2 ans bientôt, un gouvernement qui est de gauche, hein, vous savez, hein, ils lisent des fois. C'est un gouvernement qui surprend, pas complètement, parce qu'on savait un peu ce dont était capable la gauche, hein. On avait déjà vu des passages de Mitterrand, enfin pour les plus anciens d'entre nous, hein. Les passages de Jospin, et là c'est la 3e édition, avec des promesses, de moins en moins de promesses d'ailleurs, de moins en moins de discours de gauche, mais n'empêche qu'il y avait toujours cette possibilité de respirer un peu et donc d'imaginer qu'il y aurait moins de brutalité dans la politique gouvernementale, et donc sans espérer que ça allait changer avec Hollande et le Parti Socialiste, il y avait au moins peut-être cette possibilité donc de respirer un petit peu. Et bien c'est pas du tout le cas, on a un gouvernement de gauche qui, plus les mois passent, on va pas parler de tournant, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a eu un tournant Hollande au début d'année, voilà, ça y est, il y a le PS qui adhère aux logiques libérales. Non, c'est ça, c'est pas nouveau, c'est très ancien. Ce qui est en train de changer, c'est que finalement ça se profondit, et que finalement il y a une sorte de parti socialiste, de gouvernement qui est complètement décomplexé, qui reprend à son compte toute la terminologie patronale, libérale, hein, sur la compétitivité, sur le coût du travail, sur y compris la protection sociale, donc tous ces mots-là, enfin, d'attaquer ou de remettre en cause la protection sociale en marchandisant, en privatisant, hein, en justifiant petit à petit le secteur privé dans tout ce domaine-là. Donc on voit qu'il y a un gouvernement de gauche qui est complètement libéré de tout ça et qui reprend à son compte ces termes-là. Et c'est là où on voit tout le danger, puisqu'en fait il n'y a plus de frein, on a l'impression qu'il n'y a plus de frein, hein, aux reculs sociaux. Et c'est ça qui donne aujourd'hui à la situation un côté particulier, un côté paradoxal et un côté très dangereux, puisque finalement ce qui pouvait apparaître comme le seul rempart, je dis ça parce qu'après on va voir plus tard qu'évidemment c'était pas le seul rempart, c'est pas le seul rempart et heureusement, mais ce qui pouvait apparaître comme quelque chose qui pouvait freiner, et bien ne l'est plus. Donc finalement, et bien on voit bien dans la population et bien ce sentiment de résignation, ce sentiment de d'écœurement, de désarroi qui se renforce, et finalement le sentiment d'impuissance est en train de prendre place dans la société au jour le jour. Et ça, c'est le résultat des reniements de la gauche, de toute cette politique de zèle, de servitude incroyable envers le patronat, et donc ça a des conséquences sociales, sociales et économiques à tous les niveaux. Donc il y a un proverbe tzigane ou rome qui dit quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser. Et justement, c'est le moment. Parce que je vous ai fait une description pas marrante de la situation actuelle. On est au fond du trou, on espère qu'on est au fond du trou, et là il faut vraiment arrêter de creuser. Et arrêter de creuser, c'est se poser le problème comment notre camp social peut relever la tête, comment notre camp social peut faire face à la fois à la propagande complètement dingue qu'on nous fait au jour le jour, hein, sur le fait qu'il faut accepter tous ces sacrifices-là, le déficit, ça va mal, tout ça. Donc nous faire avaler tout ça, il faut arriver à trouver la force de s'opposer à ça, et trouver la force aujourd'hui de passer à l'offensive. Parce que là, c'est même plus une question de stopper les attaques libérales, c'est de refaire le chemin inverse, donc de trouver la force de riposter et de reprendre les devants. Donc ça, c'est tout le problème qu'on a. Alors, il y a deux façons de discuter de cette question-là. Il y a d'abord
comment on fait face à cette logique libérale? Nous, on discute qu'il faut aujourd'hui remettre à l'ordre du jour, remettre au goût du jour cette perspective de rupture brutale avec les politiques libérales, c'est-à-dire défendre un programme anticapitaliste, défendre un programme de revendication qui remette au goût du jour avec tout ce qui peut être progrès social, tout ce qui peut être avancée sociale et tout ce qui peut être en fait la réponse à tout ce qu'on nous baratine pour justifier les licenciements, les baisses de salaire, enfin tout ça. Donc il y a besoin de mettre en avant ça. Donc c'est ce que nous on appelle le partage des richesses, c'est ce qu'on appelle la rupture avec les politiques libérales. Et c'est vite fait, parce qu'on ne va pas tout décliner, mais il y a l'interdiction des licenciements, il y a évidemment l'augmentation des salaires avec un revenu minimum à 1 700 € pour tout le monde. Il y a la question bancaire, hein. Nous on pense qu'il faut un service public des banques, un monopole public bancaire sous contrôle des salariés. Ça veut dire aujourd'hui la question de l'expropriation dans des secteurs économiques importants comme dans l'énergie. Donc ça pose le problème du contrôle de la population, du contrôle des salariés, parce que quand on discute de services publics, ben, ce n'est pas uniquement l'État qui aurait la main dessus, c'est aussi comment la population s'empare de tout ça, de ces outils-là, pour faire face à la crise, pour faire face tout simplement, finalement, à cette sorte de mécanisme qui s'est mis en place et qui n'a pas de limite. C'est la capacité du côté des possédants, du côté des capitalistes, du côté des milieux d'affaires, de détourner les richesses sociales, de s'accaparer les richesses sociales, de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre au fur et à mesure. Et c'est ce à quoi on assiste. Donc oui, il faut des mesures radicales, il faut dénoncer ça et oser défendre l'inverse, hein, défendre qu'aujourd'hui il faut prendre en main toutes ces affaires-là. Il faut la question du contrôle économique, la question de la transparence totale, la question finalement grosso modo de l'expropriation des classes capitalistes et donc la question du pouvoir qu'il faut qu'on pose, même si on n'est pas en mesure aujourd'hui de remettre en cause le pouvoir des capitalistes. Mais n'empêche que c'est cette actualité-là qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est cette perspective politique et sociale qu'il faut qu'on arrive à remettre en avant pour pouvoir petit à petit reprendre un peu du poil de la bête, relever la tête. Alors évidemment, quand on défend un programme politique aussi culotté, enfin culotté entre guillemets, ça c'est une manière de dire les choses, mais quand on ose défendre cette perspective-là sociale de partage des richesses, de répartition des moyens financiers, de satisfaction des besoins de la population, notamment les plus urgents, et la question qui se pose de suite, c'est comment on peut faire ça. Et forcément, on imagine bien que ça suppose un rapport de force différent, que ça suppose que le camp social auquel on appartient, il retrouve la force, la confiance en lui-même pour se battre et pour imposer ces mesures-là. Parce que les changements radicaux dans la société, eh bien, ça passera par des luttes sociales d'envergure, par des mobilisations générales. Et c'est un peu toute la question qui se pose à nous aujourd'hui, maintenant et directement, c'est comment on reconstruit le mouvement social, comment on recrée les liens, comment on aide les gens à relever la tête. Et en relevant la tête, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a l'autre à côté qui trinque et tout ça, comment on peut justement retisser des liens de solidarité, résister ensemble, faire converger les résistances ou les luttes qui actuellement, parce qu'il y a pas mal de luttes un peu partout, mais qui n'ont pas la force aujourd'hui de changer la donne. Il nous manque d'ailleurs, à ce propos, il nous manque une victoire sociale, il nous manque un exemple qui permettrait de refiler la pêche, qui permettrait à un moment donné de se dire c'est bon, on va y arriver. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est comment on colle tout ça, comment on arrive à regarder ce qui se passe autour de nous, et comment tout simplement, du côté du camp social auquel on appartient, comment il peut y avoir à nouveau ce sentiment cette envie de défendre notre propre dignité, ce qu'on est, notre propre existence, notre propre visibilité, et tout simplement ouvrir sa gueule, discuter et finalement reprendre un peu tout ce qu'on a perdu ces dernières années. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois cette question de programme politique d'urgence et de rupture avec les logiques de rentabilité, et en même temps ce besoin de retrouver la confiance dans nos propres forces. Et pour retrouver la confiance dans nos propres forces, eh bien, ça suppose que ces forces-là, on les mesure, on voit ce qu'on est, ce qu'on peut représenter et comment on peut agir. Donc c'est la question de recoller les morceaux et de la reconstruction du mouvement social, et donc de préparer la riposte unitaire. Donc ça, on discute en fait de la préparation d'un mouvement social. On est nombreux à discuter de ça, dans les milieux syndicaux, dans les milieux associatifs. Voilà, on est très nombreux comme militants à se dire, bon mais voilà, comment on fait, et à sentir ce besoin de relever la tête et de faire face. Mais nous, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on dit, nous, à NPR, c'est qu'on fait partie de ces acteurs-là, on fait partie de ces militants, on a la prétention de faire partie de tous ceux qui vont aider, ou en tout cas qui vont afficher cette perspective et jouer un rôle dans la reconstruction du mouvement social.
Mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on a envie de discuter, c'est qu'il y a la question de la riposte unitaire, la question du mouvement social, mais il y a aussi la question d'un outil politique qu'il faut qu'on construise. Il y a tout simplement la question d'une perspective politique et sociale, ce que nous on appelle aujourd'hui, parce qu'on a un gouvernement de gauche au pouvoir, et c'est la construction d'une opposition sociale et politique dans la rue, à la gauche de ce gouvernement-là. Et ça, c'est vital qu'on arrive à recréer un espoir à gauche. Alors à gauche, on peut discuter de ce mot-là, chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut. C'est vrai qu'on n'ose plus le dire aujourd'hui, être de gauche ou vraiment de gauche, tout à gauche toute, 100% à gauche, on dit ça comme on veut, mais c'est d'arriver à discuter de cet espoir dans le progrès social, de retrouver cette idée qu'on peut finalement changer les choses et retrouver donc à la fois une dignité, à la fois une égalité sociale, une égalité des droits pour tous. Donc c'est ça le combat de gauche, et donc ce combat-là, ce combat de gauche, eh bien, c'est un combat contre le capitalisme, et donc c'est toutes ces perspectives-là qu'on est en train de discuter. Donc nous, au NPA, on a toujours cette idée, qui est peut-être un peu loufoque, mais on la maintient. C'était l'objectif du départ, c'était la construction d'un parti anticapitaliste, large, unitaire. Et donc eh bien, on maintient, on considère que c'est toujours d'actualité, même si on a eu un peu des difficultés à le concrétiser. Vous avez vu, depuis 2009 que le NPA existe, eh bien, on a une vie qui est un peu compliquée, on n'évolue pas comme on aimerait bien, comme on aurait voulu évoluer, et on n'a pas la gueule aujourd'hui qu'on aurait rêvé il y a 3 ans. Mais ceci dit, ce qu'on disait il y a 3 ans, quand on disait qu'il fallait construire un parti anticapitaliste large et qu'il fallait justement un outil politique pour les salariés, mais un outil politique unitaire, et en même temps unitaire et radical, qui pose des problèmes clairement anticapitalistes, et bien aujourd'hui on n'a pas spécialement réussi, mais ceci dit, voilà, c'est toujours ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, comment on va le construire, et c'est pour ça que c'est hyper important dans la situation actuelle, que ce soit sur le terrain des luttes ou sur le terrain électoral, c'est comment on discute avec les autres courants, c'est comment on arrive à créer une dynamique, une envie de se rencontrer, de confronter, de débattre ouvertement de ce qui peut nous séparer, de ce qui peut nous rassembler, de comment on peut réellement construire ces choses-là. Et on a besoin de ça, on a besoin de se côtoyer, on a besoin d'échanger, et je vous dis ça, c'est des évidences, mais on n'arrive pas à le pratiquer tant que ça finalement, y compris dans le mouvement syndical, où c'est souvent des divisions qui l'emportent, des fois du bêtise, il y a un gaspillage d'énergie militante au quotidien, on n'arrive pas à se retrouver, on est pris dans des logiques un peu à la con. Voilà, il faut qu'on dépasse ça, c'est comment on le dépasse, comment on arrive à affirmer cette idée qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on confronte, et ça ne veut pas dire qu'on fuit des débats, enfin qu'on fuit des désaccords ou qu'on les met de côté, c'est arriver à tout faire, c'est arriver à fonctionner ensemble, c'est arriver à petit à se reconstruire et à petit à envisager un peu plus concrètement cette perspective d'un outil politique qui nous manque pour mener des combats de classe, cette classe qui est aujourd'hui en train de perdre la lutte des classes. Je renverse la déclaration de Warren Buffett, le milliardaire bien connu américain, enfin bien connu, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas ici, mais pas personnellement, de nom, je veux dire, mais qui avait déclaré qu'il y a une lutte des classes et qu'aujourd'hui c'est la classe des riches, sa classe à lui, qui était en train de la gagner. Alors on peut nous inverser ça et puis dire, ben oui, il y a une lutte des classes et on le voit bien, on est en train de la perdre, mais on est juste en train de la perdre. Et on peut renverser ça, donc c'est comment on inverse le cours des choses, comment à partir des exemples de lutte aujourd'hui, comment à partir des résistances, alors les résistances, il y a les résistances contre les licenciements, même si à Bordeaux on a plutôt des exemples négatifs, avec les fermetures des magasins Virgin, l'Absochimie, il y a pas mal de petites boîtes comme ça qui ont fermé, Mode 8, mais il y a aussi l'exemple fort dans la région. C'est un petit exemple, je suis bien placé pour savoir un peu ce qui se passe, mais voilà, là on a un exemple d'une bataille sociale qui n'a pas perdu, et qui, même si on est loin d'avoir réglé les problèmes, mais comment tous ces exemples-là, comment toutes les résistances donc sociales pour la défense des emplois, mais aussi les résistances sur le terrain de l'écologie, il y a la bataille contre la LGV, dans le coin, et puis après il y a aussi d'autres batailles, c'est plus lointain, mais l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comment ces batailles-là, elles peuvent peut-être refiler la pêche et montrer qu'on peut résister, en tout cas que la population peut prendre en main ces batailles-là. Donc il faut arriver à s'appuyer sur tout ça, parce qu'il y a largement la possibilité finalement de renverser le cours des choses, même si aujourd'hui c'est un peu difficile de le dire tranquillement ou sereinement. Donc voilà, et nous c'est ce qu'on a envie de dire, c'est ce sur quoi on a envie de s'appuyer. Et dans l'histoire, il y a des exemples comme ça où il y a eu des retournements. Alors là juste, je vais vous parler d'un exemple historique, pas vous faire chier sur des trucs qui sont vieux de 70 ans, mais n'empêche que on a fêté le 70e anniversaire du 6 février 34. Alors je ne sais pas si tout le monde pareil. C'est un peu ce qui s'est passé, mais le 6 février 34, c'était un genre de tentative de coup d'État de l'extrême droite. Alors à l'époque, l'extrême droite,
c'était pas tout à fait ce qu'est le Front National aujourd'hui, c'était des ligues fascisantes, antisémites, il y avait quand même pas mal d'organisations d'extrême droite fascisantes. Et il y avait une manifestation pour tenter un peu un genre de coup d'État. Et c'était en pleine crise, hein, au moment où justement le mouvement ouvrier était amorphe. Et 3 jours après, il y a eu une riposte, hein, une réponse syndicale, une grosse manif, et surtout 6 jours après, il y a eu une très très grosse manifestation avec une réunification des 2 syndicats, parce qu'à l'époque la CGT était divisée en 2. Et ça a été le redémarrage des luttes sociales, et ça a débouché sur, 1 an et demi après, sur les grèves générales de mai-juin 36. Donc c'est pour dire que des fois, on peut se retrouver dans une situation sociale très, très dure, et sans imaginer un horizon, comment on peut s'en sortir, et bien voilà, mais des fois il peut y avoir des déclics. Alors je ne dis pas que le 6 février 34, aujourd'hui 60 ans après, on va exactement revivre la même chose, mais c'est pour dire tout simplement que voilà, des choses énormes peuvent se passer. En tout cas, nous militants, eh bien, c'est ces choses-là qu'on veut faire, et c'est ce sur quoi on veut s'appuyer, et en tout cas, c'est cette perspective-là qu'on défend. Et puis après, il y a ce qui se passe aussi à l'échelle internationale, même si là on sort largement de la question des élections municipales, mais les mouvements sociaux, les révoltes populaires qu'il y a pu avoir en Grèce, en Espagne, Portugal, Italie, ces derniers mois, ces dernières années. Là plus récemment, il y a ce qui se passe en Europe de l'Est, comme en Ukraine, même si ce sont des exemples qui sont délicats, parce qu'on voit bien qu'il y a un mécontentement populaire, on voit bien qu'il y a une colère contre la crise, contre l'austérité, contre l'absence de droits démocratiques. Mais on voit aussi comment, dès que la population, dès que les peuples se mettent en mouvement, comment il y a des tas de courants politiques, des forces politiques qui essaient de contrôler, de dévoyer les luttes. Et là, l'exemple de l'Ukraine est terrible pour ça, parce qu'on voit que de suite, il y a entre la Russie, l'Europe, les États-Unis et surtout les forces d'extrême droite en Ukraine, comment de suite il y a des choses qui se mettent en place pour casser l'élan du mouvement populaire. Et voilà, mais ceci dit, quand même, les peuples ont la force de réagir. On a l'exemple évidemment de la révolte des peuples au Maghreb, en Tunisie, Égypte, où là ça avait été une force considérable. D'ailleurs, des processus révolutionnaires qui sont toujours en cours de route, même si c'est compliqué là aussi. Mais n'empêche que voilà, la force des peuples est toujours là. Donc c'est tous ces exemples-là qui montrent que les choses peuvent bouger, c'est ce sur quoi on s'appuie, et c'est ce qui, on pense en tout cas que ça sera déterminant. Et c'est important pour nous en plus, parce que nous on est internationalistes, c'est-à-dire qu'on pense que l'avenir et la suite des événements sociaux dépendra pour une grande part sur des liens de solidarité entre les peuples, et c'est cette perspective que finalement tous les peuples ensemble doivent se battre, et car on a tous le même ennemi, c'est le capitalisme mondial. Je vais faire une transition un peu bizarre, je m'arrête là-dessus, et après c'est dire quelques mots sur les élections municipales à Bordeaux. Alors ça fait passer de la... Ouais, mais bon, je vais en parler un peu parce qu'il y a évidemment, Isabelle et Monica en ont parlé, c'est notre préoccupation dans ces élections municipales-là, c'est donc défendre notre programme politique et essayer de faire aussi que concrètement, on puisse avoir des élus. Alors c'est des missions difficiles, quasi impossibles peut-être, mais n'empêche qu'on a cette bataille-là à mener parce qu'on a besoin de ça. On a besoin aussi d'une crédibilité politique, et ça passe, on le sait, par le fait qu'on arrive à avoir des élus, notamment à l'échelle locale et municipale, dans les conseils municipaux, parce que c'est aussi tout le besoin qu'on a de pratiquer et de montrer que faire de la politique, on peut, et c'est de faire la démonstration aussi aux gens autour de nous, aux sympathisants, à la population, qu'on a tout intérêt à faire de la politique nous-mêmes, à prendre nos affaires en main, et c'est ça qui est important. Donc on a besoin de le pratiquer, et le pratiquer, c'est notamment cet exemple-là d'avoir des élus. Donc évidemment qu'on attache beaucoup d'importance à cela, parce que ça permet aussi de ne pas être présent uniquement pendant les campagnes électorales, mais pendant tout un mandat, d'agir et d'essayer de construire, d'essayer de s'appuyer sur des résistances, d'essayer de tout ce que je disais au départ, mais d'arriver concrètement à le pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on y attache beaucoup d'importance, et on espère que dans les 2 semaines qui restent, il peut se passer des choses. Enfin en tout cas nous on fait ce pari-là, on fait ce pari qu'on y arrivera, en tout cas qu'on n'a pas le choix en fait, parce que c'est d'arriver à gagner sur ce terrain-là, on en a besoin. Et puis c'est aussi peut-être parmi ces choses qui peuvent faire des déclics, si à travers les élections municipales, qui sont un moyen de défendre des idées, de les utiliser comme une tribune, mais c'est aussi
un moyen de redonner confiance aux gens et d'exprimer cette colère-là, de montrer qu'on a tout intérêt à le faire et peut-être qu'à travers tout ça, mais là aussi, encore une fois, on reconstruit des équipes syndicales, n'importe quoi, des équipes, mais aussi, non mais là dans le cadre, c'est moins direct, ça, on les reconstruit là où on est comme on peut, mais de reconstruire des équipes de militants qui ont envie d'en découdre, qui ont envie de s'organiser, de se réapproprier justement leur vie, et donc ça passe par s'intéresser de près et de pratiquer donc, dans la vie politique et sociale de là où on vit. Quoi. Donc j'arrête là.